Alors, votre présence nombreuse témoigne de votre intérêt sur le sujet et j'en suis confortée en me disant que ce sujet est important et urgent. Tout d'abord, quelques mots pour vous présenter Harpastrans, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien. Donc, Harpastrans, que j'ai créé en 92, ça fait donc maintenant plus de 27 ans, est un cabinet de conseil en immobilier et en aménagement d'espaces de travail. Et je voudrais compléter plutôt en immobilier durable. Donc, on a une approche qui est fondée sur 4 principes qui sont de penser l'immobilier comme un actif de la performance globale des organisations, des utilisateurs et des territoires, de faire évoluer l'immobilier face aux transformations sociales, environnementales et économiques, de travailler sur des projets immobiliers performants, responsables et résilients, et on verra l'importance de la résilience. Et enfin, l'usage et le sens sont au cœur de nos préoccupations. Donc nous accompagnons tous les acteurs dans la transformation de l'immobilier qu'ils vivent aujourd'hui, qu'ils soient propriétaires fonciers, qu'ils soient promoteurs, qu'ils soient utilisateurs, occupants, property facilities managers. D'ailleurs, je pense que dans l'assistance, vous êtes tous représentés. Et donc, ça fait 12 ans que nous travaillons sur les questions de transition environnementale et sur l'environnement. Et cette activité est quand même une activité importante puisque c'est plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Et on travaille à la fois sur les bâtiments, qu'ils soient en construction, en rénovation ou en exploitation. Et on travaille sur les questions d'énergie, de carbone, de biodiversité, de santé, de confort, de politique RSE et d'inclusion pour l'ensemble des sujets, que ce soit des aménagements intérieurs, que ce soit des bâtiments, que ce soit des quartiers ou des villes. Aujourd'hui, Harpastrans, c'est un peu plus de 90 consultants avec des compétences extrêmement variées pour aborder l'ensemble de nos sujets, qu'ils soient ingénieurs, urbanistes, designers, architectes, écologues, et qui nous permettent de travailler et d'avoir une approche holistique des projets immobiliers. Si l'on en revient au sujet de l'adaptation, tout d'abord une petite explication sur le 4C 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, 4C 2050, que faut-il faire pour adapter les projets immobiliers d'ici 2050 pour qu'ils soient efficients en 2100 avec une augmentation de la température de 4 degrés. Donc ce programme, nous l'avons engagé à peu près il y a un an, je dirais en octobre 2018, où on s'est posé cette question. Et nous nous sommes fixés plusieurs objectifs autour de ce projet. Tout d'abord, il y a un premier travail à faire par rapport à ces risques climatiques, c'est engager un travail d'identification. Et donc, comprendre, caractériser les risques de la manière la plus précise possible, travailler avec les scientifiques et travailler sur la cartographie, et pour pouvoir aussi appréhender les conséquences sur le volet sociétal de ces risques, sur la santé des occupants, sur la santé des habitants, sur l'activité économique également. Ensuite, l'autre point, c'est d'élaborer des solutions adaptées pour les bâtiments, les quartiers, les villes, dans la réalité économique et opérationnelle, et travailler sur la résilience sociale, c'est-à-dire mettre en place des organisations et des dispositifs locaux pour gérer les situations extrêmes. Donc cette journée est un point d'orgue dans notre travail qui a commencé donc il y a plus d'1 an. Et pourquoi nous l'avons fait? Nous l'avons fait pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que ce sujet est important, inéluctable et urgent. On voit bien que les événements climatiques se succèdent à un rythme de plus en plus effréné. On a vu à Trèbes plus de 15 morts. Moi, ça me touche particulièrement parce que c'est le village de ma grand-mère. La chaleur en juin qui a quand même tué cette année 1500 personnes. Certes, c'est beaucoup moins que les 15 000 de 2003, mais... oui, 15 000. Donc on voit bien qu'il y a eu un travail d'adaptation qui a été fait entre ces 2 dates. Il y a le cyclone de Saint-Martin, les inondations à Paris, et aujourd'hui, tristesse, Venise est sous les eaux. Donc ces événements sont graves et deviennent prioritaires, et donc on doit s'en occuper maintenant, et surtout dans le domaine de l'immobilier, parce que le temps de l'immobilier est un temps long.
C'est-à-dire que pour construire un bâtiment, on sait tous que c'est un minimum 5 ans. Pour construire un quartier, c'est 15 ans. Et pour faire une ville, je pense que 30 ans est vraiment la fourchette la plus basse. Donc tous les scientifiques aujourd'hui se sont mobilisés pour travailler et pour préparer le 6e rapport du GIEC, qui va donc sortir en 2021. Et les modèles dont on disposait s'avéraient un peu plus optimistes que la réalité. Donc l'Institut Pierre-Simon Laplace et le CNRM, c'est-à-dire Météo France, ont refait tourner les modèles en France et on s'aperçoit que le scénario 2 degrés n'est pas possible, que le 4 en 2100 est tout à fait probable et que peut-être le 6 à 7 degrés, plus 6 à 7 degrés, est celui qui pourrait également se faire si on continue dans business as usual. Donc, voilà pourquoi il faut prendre ce sujet à bras-le-corps, se préparer et anticiper ces événements extrêmes maintenant. C'est comme pour la prévention incendie dans les risques incendies dans les bâtiments tertiaires. On a identifié le risque, on a mis des réglementations en place, on a mis des procédures, des organisations, on a responsabilisé des gens et on peut dire aujourd'hui que sur ce sujet de l'incendie dans les immeubles tertiaires, le sujet est quand même plutôt bien maîtrisé. Donc, cette adaptation est une priorité pour la ville, les quartiers, les bâtiments. Mais ce que je voudrais partager avec vous et qui est important aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas qu'on soit dans le pessimiste, il existe des solutions. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que ce sujet qu'il faut regarder en face, c'est l'adaptation est en lien avec beaucoup de sujets qui sont liés aux occupants et aux habitants des villes. La mobilité, on voit bien qu'avec les problématiques d'énergie, la mobilité se transforme. Depuis hier, il y a une étude comme quoi à Paris, enfin dans la région Île-de-France, la circulation a diminué, la circulation automobile a diminué. Donc on voit bien qu'il y a une évolution. Il y a la question de l'alimentation, qui est un vrai sujet pour les villes. Il y a la question de la santé avec la pollution. Et on doit aussi considérer l'activité économique face au stress qui doit pouvoir continuer. Et enfin, je pense que c'est un sujet déjà que nous avons traité au cours de plusieurs petits déjeuners et conférences, c'est le sujet de l'inclusion. C'est-à-dire que dans cette réflexion, il ne faut oublier personne. Et donc, on s'aperçoit que les pays qui ont pris en compte ces sujets sur le fond, de manière locale, on s'aperçoit qu'ils sont moins affectés que les autres. Si on prend l'exemple du Japon, par exemple, un tremblement de terre au Japon, c'est une dizaine de morts. En Chine, récemment, il y a eu un tremblement de terre, c'est 80 000 morts. Et donc, on voit bien que c'est la construction qui a un rôle à jouer par rapport à ça. Si les immeubles s'effondrent, s'il n'y a pas de réglementation forte par rapport aux questions sismiques, on a un problème. Mais ça n'est pas que les problèmes de construction, c'est aussi la mobilisation, la formation. Au Japon, les populations, les enfants, dès leur plus jeune âge, apprennent à se tenir et à se comporter face à ces événements de tremblement de terre et au typhon aussi, à la fois individuellement et collectivement. Donc ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que c'est la solution, qu'il y a des solutions, qu'elles existent et qu'elles sont nombreuses. Il y a des solutions techniques, et vous les verrez dans les ateliers de conférence ce matin. Je vous préciserai un petit peu tout à l'heure l'organisation logistique de la chose. Donc, dans un premier temps, on a 4 ateliers ce matin. Un avec Éric Daniel Lacombe sur les sujets de l'inondation. Quelle approche pour pouvoir concevoir, construire et vivre dans des quartiers, des habitats qui sont soumis à des risques hydrauliques. On verra avec Moriba Bengali, directeur du pôle environnement et bâtiments durables de Harpas Trans, comment traiter les îlots de chaleur urbains. Nous allons avoir des épisodes de chaleur très intenses et dans lesquels il faudra vivre. Nous verrons avec Tolga Koskoun, responsable du pôle biodiversité de Harpas Trans, comment la biodiversité peut apporter des réponses et des réponses économiquement intéressantes, notamment avec les infrastructures vertes. Et enfin, le 4e atelier portera sur les sujets de sécheresse
et de gonflement des argiles. Aujourd'hui, il y a un réel problème, une réelle épidémie au niveau des fondations qui sont attaquées justement par ces mouvements de terre entre la terre qui est pleine d'eau et la terre qui n'a plus d'eau. Et donc, nous accueillerons Éric Petitpas de la Mission des risques naturels et Sébastien Gourdier du BRGM. Ce qu'on voulait dire aussi, c'est que toutes les solutions ne sont pas hyper technologiques. Elles sont aussi low-tech. Soyons simples. Planter quelques arbres apportera de la fraîcheur et grâce à l'évapotranspiration, on se sentira mieux et la température baissera. Et donc, on a prévu, et comme vous avez déjà pu voir dans l'atrium, il y a une dizaine d'entreprises et de start-up qui proposent des solutions pour traiter les problématiques d'îlots de chaleur, pour traiter les eaux de pluie, pour approcher ces questions d'adaptation selon différentes méthodes. Les sujets de résilience sont aussi très liés à l'adaptation et la résilience urbaine est un point important. Si je cite la ville de Paris qui définit cette résilience urbaine, c'est la capacité des personnes, des communautés, des institutions, des entreprises et des systèmes au sein des villes à survivre, à s'adapter, à se développer, quels que soient les types de stress chroniques, parce qu'on va être exposé à deux types, les stress chroniques, c'est la grenouille qui est dans son eau froide et puis l'eau chauffe petit à petit, donc elle ne se bat pas, et puis les crises aiguës qu'ils subissent avec la grenouille qu'on plonge dans l'eau chaude et qui se jette dehors. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir Sébastien Maire, qui présentera la stratégie de résilience de la ville de Paris, le travail qu'ils ont fait également avec les 100 villes résilientes et le C40 dont Anne Hidalgo est la présidente. Et ensuite, nous accueillerons So-Jin Kim de l'OCDE qui parlera des perspectives internationales de la résilience des territoires. Donc, avant de reprendre les ateliers de l'après-midi, Moriba de Harpas Trans vous présentera la méthodologie que nous avons mise au point pour traiter de manière globale et holistique ces questions d'adaptation de l'immobilier. Donc, ce qu'on essaye aussi de vous dire aujourd'hui, c'est que l'adaptation n'est pas qu'un problème technique, c'est aussi une histoire d'homme. Et donc, la deuxième série d'ateliers est axée sur les modalités de mise en œuvre sociales et économiques des solutions d'adaptation. Elles sont aussi ces solutions de nature collaborative et psychologique, et nous verrons ça avec Vincent Balouet, qui nous parlera de la maîtrise des crises, et Magali Saint-Donat de l'ADI, l'Association des directeurs immobiliers, qui nous dira et nous présentera comment les utilisateurs prendront ce sujet en tant qu'occupants. Enfin, nous aborderons la question de l'assurance, qui est un vrai sujet en matière d'immobilier, que ce soit lié aux inondations, à la sécheresse, bientôt à la grêle, à la foudre, à la submersion. Il y a des cartes qui circulent aujourd'hui sur Internet qui ne sont pas très rassurantes. Pour Calais, pour Dunkerque, pour La Rochelle, on voit du rouge partout. On s'inquiète un peu de savoir si on va pouvoir continuer à profiter de nos côtes. Et donc, cette question de l'assurance de l'immobilier est essentielle. Il faut savoir, tout à l'heure, j'en parlais sur les problématiques de fondation. Il y a 90% des maisons individuelles en France qui sont altérées par ces problèmes de sèchement et gonflement des argiles. Donc nous aurons avec Monsieur Penet de la Fédération française de l'assurance son point de vue sur la question et avec Kevin Dedieu, qui nous présentera des solutions, notamment des solutions d'assurance paramétrique. Et enfin, la dernière question qui intéresse aussi tous les professionnels de l'immobilier, c'est de savoir comment, dans ce contexte, la valorisation des biens immobiliers va évoluer. Si on ne prend pas en compte ces sujets d'adaptation, quelle valeur a mon patrimoine? Et donc, nous avons travaillé et monté une offre avec Cushman et Wakefield. Et avec Sheima Weslati, Moriba vous présentera notre méthode pour travailler sur cette manière d'évaluer l'immobilier face à ces risques d'adaptation et ces changements climatiques. Et enfin, nous clôturerons la journée avec des acteurs de l'immobilier, de la ville et des territoires. Nous accueillerons Carole Le Gall de Engie, Sabine Desnaux, responsable RSE de Gessina, Jean-Éric Fournier de Covivio, qui présenteront les actions qu'ils ont engagées pour construire un cadre de vie résilient et adapté aux défis de demain.
Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir Philippe Pelletier du plan bâtiment durable pour la conclusion. Comme vous le voyez, le programme est assez dense. Je vous remercie de respecter les temps de pause et de déplacement parce qu'on va vous faire déplacer entre les différentes conférences. Et je voudrais qu'on commence tout de suite, sans attendre, en accueillant Jean Jouzel, célèbre climatologue et glaciologue, membre du GIEC, directeur de recherche du CEA, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace jusqu'en 2008, membre de l'Académie des sciences et membre de l'Académie d'agriculture de France, qui va nous présenter les enjeux du changement climatique que nous vous regardons ensemble et de face. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis bien conscient qu'ici, dans cette salle, toutes les personnes qui participent à cette journée sont déjà très conscients de l'importance du lien très fort à différents niveaux entre, disons globalement, finalement, le réchauffement climatique, l'immobilier, la ville. Voilà, donc ça a déjà été largement évoqué, mais c'est vrai que peut-être je suis invité à vous redire quelques mots. Alors, comment je fais là? Comment? Voilà, donc donc le bâtiment confronté au réchauffement climatique. Donc quelques mots sur la réalité de ce réchauffement climatique. Donc en fait, les 5 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. 2018-2019 sont des années chaudes. 2019, les 5 derniers mois ont battu les records. Donc, ce n'est pas une surprise, ce réchauffement climatique. En fait, ce que nous avons fait par nos activités, c'est que nous avons modifié la composition de l'atmosphère. Vous voyez, donc, 40% en CO2, en méthane, en protoxyde d'azote. C'est très bien documenté, le lien avec nos activités, en particulier, bien sûr, en premier lieu avec les combustibles fossiles. Et le résultat, c'est qu'avec cette augmentation de l'effet de serre, il y a plus d'énergie piégée dans les basses couches de l'atmosphère. En fait, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Et il ne faut pas être étonné quand on augmente le chauffage que la température augmente. Même si derrière, les mécanismes sont compliqués, c'est réel. Le point important, c'est qu'en fait, on a grosso modo ajouté 1% de chaleur au système, disons, climatique. Ça veut dire l'atmosphère, l'océan de surface, les surfaces continentales, les glaces. Et ce qui est important, c'est que de ces 1% supplémentaires, 93%, enfin plus de 90% vont dans l'océan. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux aller voir ce qui se passe dans l'océan. L'élévation du niveau de la mer, c'est un problème, vous l'avez dit, mais c'est aussi un remarquable indicateur de la réalité du réchauffement. En fait, 3 mm chaque année, 1 mm lié à l'expansion thermique. L'océan se réchauffe, il se dilate, et l'essentiel du reste lié à la fonte des glaces. Donc en fait, dans l'élévation du niveau de la mer, on a un double témoignage, celui du réchauffement de l'océan et celui de la fonte des glaces, aussi bien au Groenland, en Antarctique, que les glaciers continentaux. Donc en fait, notre diagnostic, donc c'est vrai que je me suis beaucoup impliqué dans le GIEC, je n'en suis plus, je ne suis plus actif, c'est maintenant Valérie Masson-Delmotte au niveau français qui est très impliqué. Et c'est vrai que vous avez mentionné le rapport apparaître en 2021 et 2022, mais ce qui sera peut-être plus important dans votre domaine, c'est alors un rapport qui est très très attendu, donc c'est sur les villes, donc un rapport spécial. Le prochain cycle, le 7e cycle, commencera par un rapport sur les villes, sur l'immobilier, sur les villes justement. Voilà, donc, mais ça, il faudra attendre, je pense, 2023. Voilà, donc non seulement ce réchauffement, il est sans équivoque, mais en gros, il est de façon quasi certaine lié aux activités humaines. Donc, en fait, on a pris à peu près 8 dixièmes de degré depuis le milieu du XXe siècle. Et on peut expliquer entièrement ce réchauffement par les activités humaines, tandis que les causes naturelles de modification du climat, on peut parler de l'activité solaire, de l'activité volcanique, ne peuvent expliquer ces causes qu'un dixième de degré. Donc on est vraiment dans un monde où les activités humaines ont
ont vraiment pris le pas sur la variabilité naturelle depuis une cinquantaine d'années. Voilà, donc c'est intéressant aussi. Je vais vous parler évidemment du climat du futur, de ce vers quoi nous allons, ces 4 degrés que vous avez mentionnés. C'est vrai qu'il faut accorder, je le pense quand même, de la crédibilité aux projections des climatologues, puisque ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment ce qui avait été anticipé par notre communauté il y a une trentaine d'années, aussi bien en termes de rythme de réchauffement, à peu près entre 1 et 2 dixièmes de degré par décennie, que de cette perception, disons, d'intensification de certains événements extrêmes. Donc, c'est ce qui avait été envisagé dès les années 2000, au début des années 2000, dans le 3e rapport du GIEC. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même prendre au sérieux les projections faites pour le futur, même s'il y a évidemment des incertitudes voilà, donc les 4 degrés. Donc, dans le cas où on ne ferait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, vous voyez, les 4 degrés donc, seraient, disons, dans la 2e partie de ce siècle, atteints et dépassés dans beaucoup de régions de la planète, sur beaucoup des continents. Donc, je vais vous parler de ce premier scénario, hein, le scénario émetteur. Cette barre des 4 degrés, évidemment, qui ne sera pas atteinte en 2050. Hein, le terme 4 degrés 2050, c'est bien ce que vous avez dit, c'est qu'il faut s'y préparer, parce que l'immobilier, c'est le temps long, bien sûr. Et évidemment, disons, on peut toujours espérer quand même, alors que les 4 degrés ne soient jamais dépassés, ou en tout cas pas partout, et qu'on reste quand même dans des zones plus agréables, parce que ce sera extrêmement difficile de s'adapter à 4 degrés, hein, sinon impossible dans certaines régions, parce qu'il y a des régions où 3 ou 4 degrés de plus qui deviennent quasiment invivables, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des régions de la Chine, actuellement, il y a 500 millions d'habitants, les conditions d'humidité et de température à plus 4 degrés seraient telles que... Alors, quand on parle de conditions invivables, ça veut dire qu'en gros, l'été, on ne peut plus aller dehors avoir une activité normale. Hein, disons, en gros, on peut vivre à l'intérieur. Mais voilà, c'est quand même... voilà, donc des conséquences dans tous les domaines. Hein. Bon, voilà, bien sûr, je vais aller assez vite sur les conséquences qui vous sont... On en a déjà pas mal évoqué. Je vais plutôt revenir sur le lien avec l'immobilier. Bon, l'acidification de l'océan, hein, déjà 30% plus acide qu'il y a... qu'au début du XXe siècle. Dans le cas d'un scénario émetteur, l'acidité doublerait. C'est lié au fait qu'on met à peu près 10 milliards de tonnes de CO2 chaque année dans l'océan, qu'il absorbe. C'est bien pour nous, mais parce que les teneurs en CO2 dans l'atmosphère augmentent moins vite que s'il n'y avait pas de pluie, mais c'est aux dépens de l'océan. En gros, son acidité doublerait d'ici la fin du siècle dans le cas d'un scénario émetteur. Bon, avec des conséquences pas tellement sur... Bon, disons, les jeunes d'aujourd'hui pourraient toujours aller se baigner, n'est-ce pas? Mais bon, tout ce qui se forme de calcite, de calcaire, de carbonate, a plus de mal à se former. C'est le cas, par exemple, des récifs coralliens. Bon, les extrêmes climatiques, on les évoquera à nouveau, bien sûr, c'est au cœur du lien entre réchauffement climatique et immobilier. Les populations, là aussi, évidemment, on va parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau, de sécurité alimentaire, de problèmes de santé, d'environnement. Ne pas oublier non plus que, bien, quand on regarde les objectifs de développement durable qui ont été évoqués, évidemment, le réchauffement climatique n'est pas le seul problème auquel les jeunes d'aujourd'hui auront à faire face. La perte de biodiversité, disons la modification des écosystèmes, bien sûr, plus généralement, la pollution, tous ces problèmes de santé et d'environnement, ils ont une caractéristique, ils sont bien là. Hein, ils n'ont pas besoin de ça, mais ces problèmes sont pratiquement tous exacerbés par le réchauffement climatique si celui-ci est important. Donc, par exemple, je cite toujours perte de biodiversité, c'est déjà le réchauffement climatique qui en est la troisième cause. Et en gros, à la fin du siècle, toujours dans le cas d'un scénario émetteur, eh bien, pour la moitié des espèces auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc aussi bien faune, flore. Donc ça veut quand même dire que ces espèces auraient, sinon une impossibilité, au moins de grandes difficultés à s'adapter. Donc voilà, donc évidemment les phénomènes irréversibles, et un qui est extrêmement important pour vous, c'est déjà, qui a été mentionné, c'est évidemment l'élévation du niveau de la mer, avec plus en plus de personnes qui veulent habiter la région côtière, des villes qui sont déjà fragiles. Hein. Vous avez rappelé Venise, mais c'est vrai que Venise, c'est emblématique, mais beaucoup d'autres villes sont très fragiles. Hein. Tokyo, bien sûr, Bombay, on peut parler de Lagos, on peut parler de Miami, de New York. Voilà, des grandes villes et voilà, ces phénomènes irréversibles, la fonte du permafrost. Donc, en fait, je crois qu'il y a un point qui est important, vous l'avez aussi évoqué, parce que c'est au cœur aussi du développement de notre société, c'est que si on prend ces
disons, ces conséquences du réchauffement climatique, non pas une par une, mais dans leur ensemble, c'est le risque d'accroissement des inégalités. C'est très clair, on peut en parler au niveau entre pays pauvres, pays riches, mais aussi au sein des pays riches. Donc ce sont les couches, disons, les moins, disons, les plus modestes, qui sont généralement les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique, justement, souvent parce que dans le cas de l'immobilier, ils sont dans des endroits ou dans des logements qui sont vraiment pas adaptés à ce réchauffement climatique, c'est très clair. Et puis, pourquoi j'ai cité la collapsologie? Mais parce que ce qui m'a impressionné au cours de mes dernières conférences, il y a une dizaine d'années, les questions tournaient autour du climato-scepticisme, et maintenant, les questions tournent autour de la théorie de l'effondrement. Donc voilà, surtout beaucoup de la part des jeunes, cette idée qu'il est trop tard pour faire quelque chose. Et voilà, donc c'est important. Donc, donc tout ça pour dire qu'évidemment, ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire, donc il faudrait tout faire pour maintenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. C'est l'accord de Paris, moi j'adhère complètement à ces objectifs. Mais on est au pied du mur. Une des façons de montrer qu'on est au pied du mur, c'est que si on veut rester disons à 2 degrés, en deçà de 2 degrés dans le long terme, on n'a plus que 15 à 20 ans d'utilisation du gaz carbonique au rythme d'aujourd'hui, 10 à 15 ans pour 1,5 degré. Donc on est vraiment au pied du mur, et ça fait un lien direct avec l'immobilier, pour une raison bien simple. Si on regarde l'urbanisation à l'échelle planétaire, d'abord, dans un premier temps, eh bien, bon, en gros, ça sont des chiffres, vous êtes familiers autant que moi, enfin plus que moi, je pense. Voilà, donc les zones urbaines, actuellement, il y a à peu près 3,5 milliards. La moitié de la population sont dans des villes. On pense que ce sera plutôt les 2 tiers à horizon 2050. Et en gros, on peut envisager 3 milliards de plus d'habitants dans les villes. La seule construction des logements pour ces personnes, si on ne change pas de méthode de construction, c'est déjà une douzaine d'années d'émissions du CO2. C'est-à-dire que la seule construction des villes, sans parler, si on ne change pas de méthode de construction, la seule construction de ces villes nous emmène largement, près des 1,5 degré. Il faut bien comprendre ça, sans parler, bien sûr, de leur fonctionnement. Mais il faut avoir ces chiffres en tête, l'importance des matériaux, c'est un premier point. Il faut absolument utiliser de plus en plus des matériaux non émetteurs de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc il y a aussi, quand on parle de ces infrastructures, elles sont à construire, donc c'est vrai qu'il n'est peut-être pas trop tard pour bien faire, mais on voit bien les difficultés. Le lien très fort entre l'immobilier et bien sûr l'urbanisme et le transport. Donc je reparlerai en France d'où nous en sommes rapidement. Donc ça, alors qu'est-ce qu'on attend? Alors je prends des chiffres du rapport du GIEC qui sont intéressants, parce que donc évidemment dans les grands secteurs, quand on va parler, vous voyez, de transport, bâtiment, industrie. Donc dans le bâtiment, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors ce qu'on attend on attend finalement un double. Enfin, on attend. Donc si on veut maîtriser le réchauffement climatique, il y a un double effort à mettre en œuvre. C'est à la fois au niveau de la demande d'énergie, donc bien sûr être de plus en plus sobre, et aussi donc cette demande d'énergie. Voilà, donc si on veut des scénarios, alors les scénarios en bleu, c'est ceux qui nous permettraient de rester autour de 450 parties par million de CO2, de ppm de CO2, ça nous permettrait de rester autour de 2 degrés. Voilà, il faudrait en 2050 que, disons, la consommation d'énergie, pratiquement la consommation d'énergie dans le bâtiment diminue de 20%, voire 25% en 2050. C'est, disons, avec un bâti qui augmente, bien sûr, donc disons, avec plus de monde sur cette planète. C'est peut-être pas si simple, mais c'est un objectif peut-être réalisable, réaliste. Et puis, évidemment, il faut que la part d'énergie, disons, décarbonée devienne de plus en plus importante, sobre en carbone. On espère largement pas loin de la moitié dans le bâtiment d'énergie décarbonée à horizon 2050. En tout cas, ce sont les scénarios du GIEC qui permettent, grosso modo, de rester autour de 2 degrés. C'est encore, évidemment, il faudrait faire mieux pour 1,5 degré. Voilà, des chiffres, disons, Stéphane Penet vous parler d'assurance, il vous montrera ce type de graphique. Alors là-dedans, il n'y a pas que l'immobilier, il y a beaucoup d'infrastructures, mais c'est quand même, l'immobilier n'est pas une part négligeable. Donc Stéphane vous en parlera, je pense. Voilà, donc je vous ai parlé de notre planète, mais bon, peut-être dans ce qui se passe chez nous. Alors, voilà, l'habitat, c'est
Voilà, c'est le transport en tête. Hein. Ça, ce sont des chiffres, enfin, ce n'est pas les tout derniers chiffres, mais voilà, il y a trois blocs à 20%. Disons que l'habitat, l'industrie et l'agriculture. Agriculture, alimentation. Hein. Voilà, donc on peut retenir ce chiffre, grosso modo, de 20% pour l'habitat en France. Alors, ce n'est pas que la construction, c'est tout ce qu'on y fait, bien sûr. Donc, notre pays est évidemment... bon, 2018 a été l'année la plus chaude. Hein, donc, voilà, 2019 sera aussi une année relativement chaude. Là aussi, quand on regarde les projections, eh bien, les 4 à 5 degrés à la fin du siècle sont largement dépassés, les 4 degrés sont largement dépassés dans certaines régions. C'est le cas du scénario émetteur. Voilà, c'est un peu moins sur la façade atlantique, un peu plus sur, disons, l'Est et le sud de la France, enfin surtout l'Est. Ce qui est peut-être plus important pour l'immobilier, alors il y a des points qui sont plus importants, évidemment, qui ont été évoqués, à juste titre. Finalement, ce sont quand même les canicules. Donc, si on regarde non pas les températures moyennes en France, 4 à 5 degrés, mais les températures des 3 mois d'été. Bon, 2003, c'était 3 degrés plus chaud en moyenne que, disons, les 3 mois d'été qu'un été moyen du XXe siècle. Et en fait, dans la deuxième partie de ce siècle, dans le cas du scénario émetteur en haut, eh bien, 2003 deviendra une année, ça serait la norme. Et puis on pourrait avoir dans la deuxième partie de ce siècle des étés 6 à 8 degrés plus chauds qu'un été de référence du XXe siècle. Donc avec l'effet de chaleur urbain qui a déjà été évoqué, on voit bien que, évidemment, c'est quelque chose auquel il ne sera pas facile de faire face. D'autant plus que là, on parle des températures d'été, mais les records de température, eux, croissent encore plus vite. En fait, les records de température augmentent 2 fois plus rapidement le jour que les températures moyennes, y compris la période d'été, et 3 fois plus rapidement la nuit. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte, évidemment, dans votre domaine. Vous le savez bien sûr très bien. Enfin, moi, j'étais beaucoup impliqué dans le Grenelle de l'environnement sur ce... Donc, disons y compris sur ces aspects d'habitat. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'on a toujours, disons, la France, on est bien préparé pour l'isolation, mais pour le confort d'été, c'est pas terrible. Mais il faut y penser de plus en plus. C'est ce que je comprends quand même. Bon, bien sûr, il y a d'autres effets bon, ces problèmes des précipitations. Alors, disons, avec des régions, effectivement, où les inondations, c'est le nord de l'Europe, plus de précipitations, mais une des caractéristiques du pourtour méditerranéen, c'est que c'est à la fois des sécheresses supplémentaires, disons, la toile de fond dans le sud de la France sera plutôt, disons, un état de sécheresse assez large, et puis quand même avec un risque d'événements cévenols, disons, méditerranéens, qui risque de devenir plus intense. Donc c'est un peu la double peine en termes de climat dans certaines régions, c'est-à-dire que, disons, moins de précipitations, plus d'évaporation, ça c'est important évidemment, et disons des conséquences sur l'agriculture, sur les réfugiés climatiques, bien sûr, mais aussi des conséquences sur l'immobilier, à la fois à travers les risques d'inondation et ces risques de sols de plus en plus secs qui sont quand même, disons, bien illustrés par rapport avec ce projet. Parce que ce dont les gens ont peu conscience, c'est que même dans les régions, ça, c'est ce que je dis dans ma Bretagne natale, où en gros on n'envisage pas tellement de variations de précipitations, mais les gens ne comprennent pas que même si la température augmente ne serait-ce que 2 degrés, eh bien l'évaporation augmente de l'ordre de 10% ou un peu plus. Et donc un climat plus chaud, même à précipitation constante, c'est une diminution évidemment de l'eau dans les sols. Et c'est illustré par le débit des fleuves et des rivières. Dans 30 ans d'ici, vous voyez, il y a des régions partout, le débit des fleuves et des rivières diminuera. Vous voyez, y compris dans notre région ici, le bassin Seine-Normandie, bien sûr plus dans l'Est, disons dans le sud de la France, mais on voit bien donc c'est quand même très important. Voilà, donc des impacts. Alors bon, j'ai commencé, mais voilà, vous avez tout dit. Donc voilà, enfin moi j'avais marqué justement ces études que, disons, ce problème de gonflement des argiles est à l'origine de beaucoup des coûts de l'immobilier actuellement, et ça veut quand même dire qu'il faut. Je pense, je n'ai pas de conseils à vous donner, vous savez tous mieux que ça, mais il faut quand même s'y préparer. C'est-à-dire qu'il faudrait construire de façon intelligente. Ce risque ne va pas disparaître.
C'est très clair. Il y aura des régions justement qui sont alternativement très sèches et puis tout d'un coup disons avec des précipitations violentes. Disons que l'intensification des précipitations est bien là. Donc ça, c'est certainement un point sur lequel, mais je crois que vous en êtes tous conscients. Je ne vais pas, voilà, se préparer. Disons bien sûr le risque d'inondation. Donc ça, les régions côtières, vous l'avez dit. Donc il y a eu un article récent. Disons, qui montrait que disons, le nombre des victimes et disons, des inondations, les inondations. Alors, je n'ai toujours pas retrouvé, j'ose pas, disons, le Monde parlait d'1 million de Français qui seraient à risque d'inondation au moins une fois par an à partir de 2050. Je n'ai pas retrouvé ce chiffre dans l'article, donc je suis prudent, mais enfin, disons, ça a été réévalué. Donc, le problème d'élévation du niveau de la mer est vraiment quelque chose de très important. Il faut être extrêmement attentif et pas penser que cette élévation du niveau de la mer, elle est inéluctable. Et surtout, elle se poursuivra au cours du XXIe siècle. Alors, on n'échappera pas enfin, disons, à 1 mètre, même dans le meilleur cas, mais pendant 2-3 mètres. Et donc, il faut quand même penser en termes d'immobilier. Non simplement, il faut aller au-delà de la fin de ce siècle, bien sûr. Les extrêmes climatiques, puisqu'on en a parlé, évidemment. Disons, il y a déjà une perception d'une modification des extrêmes climatiques, et ça va s'intensifier, aussi bien en termes, j'en ai déjà parlé, de vagues de chaleur. Donc là, il faut s'y préparer. C'est tout le problème de l'adaptation. Bien sûr, d'inondations à répétition, de pluies violentes, donc dans d'autres régions. Voilà, d'élévation du niveau de la mer, mais ça, c'est en bas. Donc voilà, voilà, ce sont toutes ces, disons, quand on parle d'inondation, d'alternance d'inondation de sécheresse, d'élévation du niveau de la mer, ce sont bien sûr, et de canicule, ce sont bien sûr des choses auxquelles l'immobilier prête certainement beaucoup d'attention. Mais c'est vraiment, il faut vraiment s'y préparer de façon critique, pas dire ça n'arrivera pas, si ça arrivera. Il faut quand même bien se persuader de ça. Si on veut un immobilier qui reste agréable, disons après 2050, il faut tenir compte de ces risques. Où en sommes-nous ? Je ne vais pas être trop long, mais donc voilà, nous n'en sommes pas, disons, à la veille de la COP25, on n'en est pas très bien, quoi. Donc quelques chiffres, 52 milliards d'équivalents CO2 chaque année, 42 milliards de tonnes de CO2, on ajoute 10 milliards pour les autres gaz à effet de serre. On va prendre ce chiffre pour 2020. Si on ne fait rien, donc à horizon 2030, si on ne fait rien pour aller vers 65-70, voilà, et vers 4 à 5 degrés, voire comme mes collègues de l'IPSL ont, disons, les premières simulations, mais il faut voir l'ensemble des simulations dans le rapport du GIEC, peut-être plus, 1 degré de plus, pour les valeurs extrêmes. L'accord de Paris, c'est bien l'objectif, mais la réalité, c'est qu'il nous emmène pour le moment vers 3 degrés, vers 55 milliards de tonnes à horizon 2030. Alors qu'il faudrait, pour avoir des chances de rester à 2 degrés, passer à 40 milliards de tonnes et pratiquement divisé par 2 pour 1,5 degré, tout ça en 2030. Et on n'en a pas fini pour autant, puisque, bien sûr, la neutralité carbone doit être au rendez-vous pour 1,5 degré en 2050, et de toute façon pour 2 degrés en 2070 et pour 3 degrés en 2100. Donc il faut mieux s'y mettre rapidement. Il faut bien comprendre que stabiliser le climat veut dire neutralité carbone, avec un décalage. Donc, disons, c'est d'où l'intérêt de le faire assez rapidement, le plus rapidement possible. Voilà, d'autant plus qu'un demi-degré, ça compte. Voilà, avec voilà, ne serait-ce des extrêmes plus extrêmes, une biodiversité qui est touchée. Pratiquement, les récifs coralliens ont complètement disparu disons, au-delà de 2 degrés. La productivité océanique, le niveau de la mer qui augmente de façon plus importante. Un demi-degré, ça compte. Ça compte à peu près pour 10 millions d'habitants à chaque fois, supplémentaires, inondés chaque année. Donc, voilà, et peut-être plus. Un regard sur la France, et je vais terminer là pour répondre à quelques questions rapidement. Donc en France, j'ai remontré donc le même graphe. Je redis l'importance de l'échelle régionale. Quand on parle d'urbanisme, de transport, d'immobilier, c'est à l'échelle régionale que ce lien entre transport et immobilier doit vraiment être au cœur aussi du développement de nos villes, de nos territoires. Donc voilà. Sur les impacts, c'est important, c'est régional. C'est pas pareil si vous habitez, disons, je dirais dans les Alpes, ou bien vous ne faites pas face au même problème dans les Alpes ou en Charente-Maritime, c'est clair. L'adaptation doit être là. Donc il faut bien sûr tout faire pour lutter contre le réchauffement climatique, mais l'adaptation doit être là.
Donc en France, on a la loi sur la transition énergétique et maintenant la loi énergie-climat, donc avec un objectif renforcé, enfin bon, avec la neutralité carbone, grâce à Nicolas Hulot. Elle est affichée dans l'horizon 2050. Enfin, cette loi va être, je pense, définitivement votée. Ceci étant, nous sommes en retard en France par rapport aux objectifs, donc y compris en 2020, les moins 20%, les 40% en 2030 sont difficiles à atteindre. Et c'est à travers ce constat qu'Édouard Philippe, enfin, évidemment, le gouvernement a invité 150 citoyens à tirer au sort, à réfléchir aux solutions qu'il faudra mettre en œuvre pour effectivement que la France respecte ses objectifs à horizon 2030, au moins 40% de diminution des émissions. Par rapport à 90, ça fait à peu près 25%, au moins 25% par rapport à aujourd'hui. Et voilà, ceci dans un esprit de justice sociale. Donc, j'en parle parce que j'y suis complètement impliqué. D'ailleurs, j'aurais dû. Normalement, on a un comité de gouvernance ce matin, mais voilà, on va passer tout le week-end avec ces 150 citoyens. Donc voilà, il y a 5 ateliers qui s'organisent, dont évidemment, se loger est un des ateliers très importants. Il y a se loger, se nourrir, se déplacer, produire et consommer, produire, travailler et consommer. Donc il y a 5 ateliers, voilà, il y a des ateliers transverses et on va voir, disons, cette convention citoyenne va se terminer, enfin normalement on devrait rendre ses propositions fin janvier. Voilà, bon, il ne faut pas que ça retarde le processus, il y a vraiment urgence et moi je suis heureux de voir que des professions comme la vôtre se mobilisent et je vous encourage. Et vraiment, s'il y a une chose que je vous encourage à faire, c'est regarder les projections, mais je sais que vous le faites de notre communauté de façon attentive. Merci beaucoup.